Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Romain Roy, le fondateur de Greenwiz, un leader européen de la vente en ligne de produits bio et éco-responsables. Il a notamment décidé d'offrir des congés supplémentaires à ses salariés qui évitent de voyager en avion. Notre débat, il portera sur les défis que le secteur du luxe doit relever pour développer l'économie circulaire. On prendra notamment l'exemple de la marque de chaussures Weston. Et puis dans notre rubrique Startup, vous découvrirez l'armoire à beauté qui propose des produits bio, naturels ou vegan dans les pharmacies, alimentation, luxe, cosmétiques. 3 secteurs, 30 minutes pour les explorer. C'est parti. L'invité de ce Smart Impact, c'est Romain Roy. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Greenwiz, créé en 2008. Votre métier, c'est la vente en ligne de produits bio et éco-responsables. Ça représente quoi? C'est combien de références aujourd'hui, Greenwiz? C'est à peu près 170 000 références aujourd'hui. Ok. Avec quel type de produit? Ça doit être vaste. Alors, on est parti le concept de départ, c'était un supermarché bio. Donc, Ouais. on a une grande partie de l'offre qui est vraiment une offre de supermarché alimentaire. Et puis, on est venu rajouter progressivement une place de marché où on permet à des vendeurs externes de venir proposer leurs produits dans d'autres catégories. Donc là, c'est plutôt tout ce qui concerne l'extérieur, la maison. Voilà. Et donc, au total, c'est réparti en une dizaine de catégories à peu près. C'est 170 000 références. Deux supermarchés bio en ligne à place de marché. Pourquoi cette évolution? Pourquoi vous avez fait ce choix? C'est un choix qu'on a fait à l'époque du Covid, en fait. Ouais. Parce que, évidemment, pendant le Covid, comme beaucoup d'autres, on a eu une explosion de notre activité, puisque les gens étaient bloqués chez eux et commandaient. Et on s'est rendu compte à ce moment-là qu'on était perçu aussi un peu comme un label de qualité, finalement, parce que les gens avaient confiance dans ce qu'ils achetaient chez nous et ils ont commencé à nous réclamer, ou en tout cas à nous demander pourquoi est-ce qu'on ne faisait pas d'autres catégories de produits. D'accord. On s'est dit que c'était une bonne idée. On a souvent les meilleures idées, on les a pas eues, et c'est nos clients qui les ont eues à notre place. Et donc on les a écoutés et on a lancé cette place de marché. Avec justement cet enjeu de crédibilité. C'est-à-dire, si vous êtes une marque référencée, reconnue par les clients, il faut que celles et ceux qui viennent sur cette place de marché, vous les ayez quoi, adoubés en quelque sorte? Oui, c'est sûr, ça implique d'avoir un cahier des charges relativement strict. Ouais. C'est ce qui d'ailleurs fait la singularité aussi de notre site, c'est que 170 000 références, ça peut paraître énorme à première vue. Mais si vous comparez avec des places de marché généralistes, souvent c'est en millions de références que vous allez trouver. Donc nous, on ne peut pas faire ça, parce que notre cahier des charges est tellement rigoureux et spécifique que finalement ça limite un peu le référencement, et c'est pour ça qu'on est que à 170 000 références. Vous êtes aussi une sorte de vigie du marché du bio. Comment il se porte? Écoutez, le marché du bio, c'est un marché qui a connu des dizaines d'années de croissance sans aucun nuage, sans aucun souci, et c'est d'ailleurs très bien, hein, je m'en félicite. Et donc c'est un marché qui a beaucoup souffert au moment où, pour la première fois de son histoire, il a ralenti. Ou une des premières fois de son histoire, il a ralenti. Donc c'est un marché qui a vécu une période post-Covid assez difficile, notamment à cause des problématiques de pouvoir d'achat, Bien de sûr. crise internationale, d'incertitude, où les gens où les gens ont tendance à privilégier, et c'est bien compréhensible, des besoins à plus court terme que de réfléchir à long terme, mais qui est en train de se reprendre. Donc c'est un marché qui repart en croissance depuis l'année dernière, sur des niveaux de croissance de l'ordre de entre 6 et 9%, on va dire, selon les acteurs. Ouais. Vous avez créé un podcast, alors c'est intéressant, étonnant, intitulé Feuille de route. Déjà, pourquoi vous avez ressenti ce besoin? Alors, il se trouve que, de par mon métier, j'ai eu la chance d'être en contact avec énormément de personnes engagées de différentes façons, et que j'ai toujours été fasciné en fait par cet engagement, et aussi toujours voulu comprendre en fait ce qui faisait que les gens un jour s'engageaient et se lançaient dans cette voie-là. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas en faire partager aux autres un peu le... Vous faites mon métier en quelque sorte. Oui, mais alors beaucoup moins bien, évidemment. Ça, je crois pas. Mais qui vous avez invité? Quels témoignages vous avez voulu partager? C'est plutôt des chefs d'entreprise? C'est plutôt des... C'est un mixte, en fait. Justement, ce qui m'intéressait, c'était de voir différents types d'acteurs. Donc, vous avez des chefs d'entreprise. J'ai eu Romain Lacroix, par exemple, le patron de Maped, une entreprise française de fourniture scolaire qui est très engagée. Ça m'intéressait d'avoir son regard. J'ai eu
des gens que vous connaissez très bien parce qu'ils travaillent même ici comme Thomas Brezard, oui. sur la perma-entreprise. Ouais. J'ai eu des Fabrice Bonifay, qui est, voilà, qui est Ouais, que j'ai également... reçu plusieurs fois ici aussi. Voilà, récemment Pierre Gilbert de Sator, qui est une plateforme de contenu vraiment sur la transition écologique. Jean Moreau, qui était un des co-présidents de France Impact. Enfin voilà. Ouais. Et donc, c'est intéressant parce que derrière ça, il y a un enjeu de communication et d'acceptabilité de la transition environnementale. Alors, on est tous confrontés à une période compliquée. D'abord parce que c'est la conséquence d'un vote, hein, tout simplement, des électeurs qu'on choisit, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, voilà, plutôt des listes qui avaient envie d'appuyer sur le frein, et on en voit les effets. Qu'est-ce qu'on a loupé? Je dis on, et je mets le journaliste que je suis dedans, dans l'acceptabilité. Je ne sais pas si on a loupé quelque chose. D'abord, je pense qu'il est important de préciser que le problème, en soi, ne dépend pas des opinions qu'on a de ce problème. C'est vraiment un problème toujours là scientifique. Sûr, je fais souvent cette comparaison. Si vous avez l'appendicite, vous avez beau expliquer que vous ne croyez pas à l'appendicite et que voilà, ça ne va pas s'améliorer. Et si vous ne faites rien, ça va devenir beaucoup plus grave. Voilà, donc c'est un peu la même chose. Donc on a une réalité scientifique indéniable, unanime parmi la communauté scientifique. Et donc, on a une situation. Après, ce qui se passe, c'est que, bien entendu, on ne vit pas dans un monde de verre. Et donc, il y a un contexte de crise internationale et un contexte d'incertitude qui fait que les gens, souvent, reviennent à leurs besoins de façon assez court-termiste. Et vous avez évidemment un opportunisme politique qui vient là-dessus et qui vient jouer un peu sur ces peurs, ces frayeurs pour essayer de pousser d'autres thématiques, d'autres arguments. Donc, ça, c'est le contexte politique. Néanmoins, je trouve que même dans les temps actuels de résurgence un peu ce climato-scepticisme, vous avez de plus en plus d'initiatives qui se développent, qui vont dans le bon sens. Vous avez de plus en plus d'entreprises qui définissent des raisons d'être. Et donc, moi, je me pose toujours la question, est-ce que c'est parce que tu présentes une émission qui s'appelle Smart Impact que tu as ce sentiment-là, ou est-ce que c'est un vrai mouvement de fond? Je pense que c'est un mouvement de fond. Je crois que c'est un mouvement de fond, et je crois que ce mouvement de fond, évidemment, il n'est pas facilité par le contexte politique, mais je ne crois pas que le contexte politique va arrêter ce mouvement de fond. Et je pense que de toute façon, le problème étant bien supérieur à toute cette agitation politique, on va revenir à des choses plus sensées. Mais est-ce que, alors c'est paradoxal ce que je vais vous demander, mais est-ce qu'une entreprise qui est engagée sur ce chemin, elle prend un risque? Je crois pas dans un contexte comme le contexte actuel, avec une partie de ses clients potentiels. Moi, je pense pas. Donc d'abord, le premier point important, c'est que souvent ces entreprises, et c'est le cas de la nôtre, Greenwiz, c'est pas des entreprises opportunistes. C'est-à-dire que c'est une démarche qu'on a commencée il y a plus de 15 ans, qu'on continue dans le temps. Donc on a des clients qui nous suivent depuis 15 ans, avec lesquels on partage des valeurs, avec lesquels on partage beaucoup de contenu, beaucoup d'informations sur ces sujets-là. Donc c'est pas le fait que le climat politique soit favorable ou défavorable, je pense qu'il va faire quelque chose. Ceci étant dit, je pense qu'il est très important pour les acteurs engagés aujourd'hui d'être aussi en capacité de s'adapter à la situation. Donc typiquement, je vous donne un exemple. Dans ce contexte de crise internationale et de crise du pouvoir d'achat, il faut faire des efforts, par exemple quand on est un distributeur dans le bio ou dans la consommation responsable, d'accessibilité. Il faut faire en sorte d'amener des choses, de montrer que maintenant, en plus, un des résultats de l'inflation a été que sur certaines typologies de produits, finalement, les prix entre le conventionnel et le bio se sont rapprochés. Donc montrer qu'on a des solutions de consommation très accessibles. Nous, on le fait notamment en développant beaucoup notre marque distributeur, qui nous permet d'avoir un cahier des charges très strict et en même temps des prix très accessibles, en travaillant beaucoup sur l'anti-gaspillage, parce que c'est aussi une des problématiques qu'on a aujourd'hui. Et on peut faire à la fois un geste environnemental en limitant le gaspillage, tout en offrant du coup des produits de façon très accessible aux clients. Donc aussi, on a un enjeu de fidélisation, je pense, pour tous les acteurs engagés. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait justement pour ne pas perdre ses clients, un peu ce que vous venez d'évoquer. Donc ça, c'est notre responsabilité. Mais c'est pas plus facile quand on est dans un secteur comme le vôtre, parce qu'il y a un aspect un peu de communauté engagée, justement, ou pas, d'ailleurs. Oui, il y a un aspect de communauté engagée, mais cet aspect de communauté engagée ne suffit pas. Ne suffit pas. On doit garder les clients éternellement. Oui, d'abord les clients. Bon, nous, on a une grosse fidélité de nos clients, mais vous êtes toujours des clients qui partent. Et surtout, quelque part, notre mission, notre raison d'être, c'est d'aller convaincre un maximum de gens du fait qu'on peut changer sa façon de consommer et que le fait de changer sa façon de consommer a un impact réel sur la situation environnementale. Et l'engagement d'une entreprise comme Greenwiz, et j'en ai parlé dans les titres, donc on va terminer là-dessus, c'est aussi vis-à-vis des salariés. Je crois que vous avez
Vous proposez des congés supplémentaires à vos salariés qui évitent de prendre l'avion, c'est ça? Comment Oui, ça alors marche, on a mis ça, on n'est pas les premiers en France à Ouais. avoir fait ça, mais c'est vrai qu'on s'est inspiré d'une entreprise qui l'avait fait avant nous, mais c'est-à-dire si le salarié décide d'utiliser un moyen de transport écologique, on lui permet de faire en sorte que ça réduise pas le temps de ses congés, Ok. en lui offrant une journée ou deux supplémentaires selon le trajet qu'il va faire, pour qu'il puisse avoir le même nombre de jours de congés effectifs que s'il avait pris l'avion, par exemple. Et ça marche? Oui, ça marche. Ouais. Ça marche, oui. Il y a quelques salariés. C'est pas massif parce que il se trouve qu'on a une population de salariés qui, naturellement, avait déjà une propension à partir en vacances en train ou à partir pas loin, mais ça marche. Ouais. Et il y a d'autres aspects comme ça de votre politique RH, finalement, qui traduit cet engagement? Oui, alors. On se méfie un peu des pratiques RH à l'américaine. Voilà, on va être sympa, on va mettre un baby et un billard. On ne croit pas que ça se joue là-dessus. Par contre, on essaie de faire en sorte d'avoir un engagement qui soit partagé et une vision qui soit partagée par l'ensemble de l'entreprise. Donc, on va plutôt vers des initiatives. Alors, celle-ci, c'est qui est un peu pour moi un peu gadget, mais par exemple, on offre des jours de mécénat aux salariés pour qu'ils puissent aller travailler soit tout seuls, soit en groupe, dans des projets associatifs qui leur tiennent à cœur et qui sont liés en général à des thématiques environnementales. Merci beaucoup, Ben, Romain merci. Roy, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat. On va parler de luxe et d'économie circulaire. C'est le débat de ce Smart Impact. On parle du secteur du luxe et de l'économie circulaire avec Marc Dury. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président de Weston. Jean-Bernard Heyrenot, bonjour. Bienvenue Bonjour. à vous aussi, spécialiste de l'excellence opérationnelle et de l'économie circulaire chez Muse Partners. JM Weston, Marc Dury, c'est une marque française. Déjà, on peut commencer par dire ça parce que tout le monde ne le sait pas. Dont l'histoire commence il y a très longtemps. J'ai lu 1891 dans le Limousin, c'est ça? Exactement. Alors, c'est quoi aujourd'hui? Ça représente quoi, Weston? Combien de salariés? Quel chiffre d'affaires? Alors, toujours basé à Limoges pour la manufacture, nous Ouais. avons 180 artisans, 350 salariés dans le monde, essentiellement en France et Japon, et 53 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Et des engagements en matière d'économie circulaire dont on va parler ensemble. Vous pouvez nous présenter Muse Partners en quelques mots, là aussi, Jean-Bernard? Oui, bien Heyrenot? sûr. Donc, Muse Partners, c'est un cabinet de conseil indépendant Ouais. en management et organisation. On est environ 300 collaborateurs aujourd'hui, répartis en France et en Allemagne. Ces enjeux d'économie circulaire, on va parler plus spécifiquement du secteur du luxe, là, mais vous les voyez vraiment grandir, émerger? C'est pas la même chose, hein. Soit on est au stade émerger, Ouais. soit on est au stade grandir, ou alors au contraire un peu reculer parce qu'on est dans une période politique de retour en arrière. Alors, moi, je les vois plutôt grandir, pour Oui. reprendre votre terme. Parce qu'il y a quand même plein d'enjeux qui sont associés en fait finalement à l'économie circulaire. Concernant le luxe, Est-ce qu'ils se sont concernés spontanément, le secteur du luxe, par l'économie circulaire? alors je dirais que oui, en fait, c'est le fondateur d'Hermès qui disait que le luxe c'est un produit qui se répare en fait, ou de savoir réparer. Ouais. Je ne sais plus exactement la phrase, Mhm. mais donc du coup derrière la réparation, on est en plein dans le cœur de l'économie circulaire. Ouais. Je crois que côté Weston, en fait, vous avez aussi La voilà, la comme ça. réparation et la durabilité, au sens, Ouais. on fait des produits qui ne sont pas des produits jetables, quoi. C'est aussi ça. Exactement, oui. La durabilité, c'était vraiment un petit peu la clé de la conception des produits depuis l'origine de l'entreprise, en 1891, avec déjà à l'époque la notion de réparabilité Ouais. qui venait de la construction choisie pour faire les chaussures et du choix des matériaux qui est aussi important pour garantir cette durabilité du produit. Alors, c'est quoi aujourd'hui la réparation ou la restauration, peut-être c'est le mot qu'on peut employer, de chaussures Weston? Comment ça marche? Alors, on répare à peu près 10 000 paires de chaussures par an. Donc, les clients nous les ramènent dans les boutiques. On les renvoie à la manufacture à Limoges. On les remet sur forme, donc la forme d'origine sur laquelle a été fait la chaussure. On enlève la semelle et on va recoudre une semelle complètement neuve tout en nourrissant le cuir du dessus de la chaussure. Donc, ça veut dire que pour le client, il va avoir le sentiment d'avoir une chaussure neuve, Alors, qui revient chez lui, c'est ça? on a quasiment le sentiment d'avoir une chaussure neuve Ouais. puisque la semelle est complètement neuve. En revanche, le dessus de la chaussure a gardé un petit peu le Un passage peu de du patine, temps. quoi. Voilà, un peu de C'est ce patine. qu'on aime aussi. Et d'autre part, ça fait une chaussure qui est tout de suite très confortable puisque Ouais. le client l'a déjà portée, l'a déjà un petit peu cassée en quelque sorte. Et
Et pour beaucoup moins cher, forcément. Voilà, alors quand elle passe dans le programme Weston Vintage, Ouais. effectivement, on les revend à 40% du prix d'origine. D'accord. Si on regarde un peu les chiffres de la seconde main dans le secteur du luxe, c'est une étude tripartite qui date de l'an dernier, 2024, le marché de la seconde main du luxe dans la mode. On est beaucoup plus général. Croissance annuelle de plus 15,5%. On est à 35 milliards d'euros. Ça, ce sont des chiffres mondiaux. Le secteur du luxe, c'est un impact majeur et donc une circularité potentielle importante, on peut dire ça? Oui, c'est une circularité potentielle très importante parce qu'en fait, on a aussi des matières qui sont nobles et donc de très bonne qualité. Ouais. Et donc, du coup, que ce soit dans le recyclage ou la réparation, en fait, il y a un très fort potentiel. On a aussi des produits en fait, qui ont une valeur marchande, même à la revente, Ouais. qui peut justifier en fait d'avoir des activités de réparation. Maintenant, je pense que le gros sujet, c'est comment on passe d'une activité un petit peu artisanale entre les différentes maisons, par exemple, à quelque chose de beaucoup plus significatif en termes de volume. Ouais. Et là, je pense que c'est l'enjeu de demain en fait pour le secteur, très clairement. Parce que si on parle de l'impact, il y a parfois ou souvent, je ne sais pas, des ressources assez rares qui sont mobilisées par le secteur du luxe. Oui, alors c'est un peu je dirais l'ADN quand même du secteur, de mobiliser des ressources rares, donc difficiles à obtenir en fait. Et donc en général, quand on dit difficile à obtenir, ça veut dire que ça mobilise quand même beaucoup de ressources pour avoir très peu de matière dans le produit. Je prends par exemple l'or comme illustration. C'est intéressant en fait. Pour avoir 1 kilo d'or, on va extraire et générer environ 20 000 kilos de déchets miniers. Donc on voit bien, il y a un rapport 1 pour 20 000, c'est monstrueux. Et puis après, c'est un secteur en fait qui génère assez peu de volume en produits finis, mais sur toutes les étapes en fait du cycle de vie, va avoir en fait une quantité assez importante de déchets, d'invendus, de rebuts de fabrication, de retours clients. Voilà. Et de packaging aussi, on est sur des packaging très qualitatifs, complexes, assez lourds, donc qui mobilisent beaucoup de matière. Et donc, effectivement, il y a des vrais enjeux là autour de ces matériaux-là. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment, parce que le luxe, il y a aussi un pouvoir symbolique du luxe sur toute la filière, que ce soit le textile, la joaillerie, la maroquinerie. Est-ce que vous ressentez un peu le besoin de donner l'exemple de temps en temps, ou vous ne mettez pas cette pression supplémentaire? Il y a déjà suffisamment de pression quand on est chef d'entreprise. Donner l'exemple, non, je pense que ce serait peut-être un petit peu orgueilleux en quelque sorte de donner l'exemple, mais c'est vrai que c'est une industrie qui, dès le départ, a intégré un certain nombre d'éléments que l'on demande maintenant de façon beaucoup plus large à intégrer sur des industries aussi plus larges. Donc oui, dans une certaine mesure, il y a quand même eu une valeur d'exemple qui venait à la fois du choix des matières, de cette notion de durabilité, de réparation. On est un peu plus scruté quand on est une grande marque, d'une certaine façon. Alors ça, on est tout à fait beaucoup plus scruté, puisqu'il y a une présence qui est beaucoup plus visible et des attentes de clients qui sont aussi beaucoup plus importantes, ne serait-ce que par l'investissement que cela peut représenter. Est-ce que c'est pas un peu contre-intuitif de se dire on va proposer à nos clients de ne pas acheter des chaussures neuves? Alors, effectivement, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée. Nous, on a lancé le programme, en tout cas, de revente en 2019. Donc, c'est vraiment une question qu'on s'est posée au lancement. Finalement, on a choisi d'aller de l'avant parce qu'on s'est dit, c'est quelque chose qui est dans l'ADN de Weston. Ce que l'on voit, c'est que finalement, ça nous permet de recruter de nouveaux clients qui ne seraient pas forcément rentrés dans la maison, soit parce que le prix était un peu élevé pour eux, soit parce que le modèle aussi pouvait être un petit peu trop pas confortable, etc. Donc ça nous a permis de recruter de nouveaux clients et en fait on rentre plutôt dans un cercle vertueux puisque cela montre aussi aux clients actuels que la chaussure qu'ils achètent est un bon investissement puisque derrière ils peuvent soit le réparer, soit le revendre. Oui, effectivement. Avec peut-être aussi Jean-Bernard Heyronneau, l'idée de ne pas laisser à d'autres, on a vu pas mal de marques de seconde main ou de plateformes de seconde main se créer. Les grands noms du luxe se sont dit on va peut-être pas passer à côté de ce business aussi. J'ai l'impression en tout cas que c'est la tendance actuelle. Donc chaque grande maison de luxe se dote en fait de sa propre plateforme
pour la seconde main. Ouais. Maintenant, je pense que la limite dont j'ai parlé tout à l'heure, Alors, la limite, c'est-à-dire le passage à l'échelle. le passage à l'échelle, exactement. Aujourd'hui, ce sont des activités qui sont assez peu rentables, en fait, les activités de seconde main. Donc, la question, c'est est-ce qu'il faut aller chercher des collaborations entre les maisons pour pouvoir faire du volume? Donc là, ça veut dire peut-être mettre en place des plateformes multi-entreprises. Est-ce qu'il faut aller essayer de capter en fait le marché des autres, ce qui peut être aussi un potentiel en faisant une plateforme finalement qui est un peu avant-gardiste et qui va vendre plusieurs types de produits de différentes maisons, mais pour lesquels on sait en fait qu'on va pouvoir générer du volume. Moi, je pense que c'est les grandes questions en fait actuelles et que beaucoup de maisons se posent sur cette activité de seconde main. Ouais. Avec quoi, des innovations presque de distribution à trouver, de logistique, etc. Parce que c'est aussi toutes ces questions-là derrière. Très clairement, en fait, il y a plusieurs enjeux d'innovation. Je pense que la première, en fait, c'est de capter le client, de faire en sorte en fait que ce client il soit facilité en fait dans son parcours client pour mettre sur la plateforme son produit. Là, il y a quelques exemples qui sont assez remarquables, je trouve. Je peux nommer. Allez-y. Coulet Vertical, par exemple, en fait, a mis en place un QR code dans ses produits qui permet en fait de simplifier complètement le référencement du produit à la revente. Donc, le client scanne en fait son QR code et une fiche produit se pré-remplit. Très bonne idée. Et ça permet aussi d'authentifier directement en fait le produit. Donc ça, c'est super intéressant. Et le client, en fait, il sait qu'il va pouvoir revaloriser en fait son produit parce qu'il est identifié, il est mis sur une plateforme en fait de la maison. Voilà, donc il y a des innovations de ce genre-là. Et après, vous le disiez, en fait, d'un point de vue schéma industriel ou schéma logistique, en fait, il faut repenser quelque part une chaîne de valeur de manière ad hoc parce que on a des produits qui sont répartis partout chez les clients. Donc, il va falloir trouver une manière de les collecter sans que ça coûte trop cher en coût logistique. Il va falloir repenser ces centres, ces sites de stock. Probablement, en général, on ne peut pas faire de la vente directe comme ça. Il y a des activités quand même un peu de reconditionnement, de réparation qu'il faut industrialiser. Et donc, toutes ces activités-là, en fait, ce sont des nouvelles activités que les grandes maisons en fait doivent penser. Un dernier mot, il nous reste un peu plus d'une minute. Marc Dury, il faut qu'on parle de vos mocassins quand même. Vos mocassins 180, ils sont c'est quand même un peu mythiques chez Weston. Vous les proposez en version denim et c'est un bon exemple d'économie circulaire là aussi. Pourquoi ? Oui, exactement. Donc, c'est un programme qu'on a lancé cette année. Donc, c'est du denim upcyclé. Donc, on est allé récupérer des jeans soit chez un fabricant sur des rebuts de production, soit chez Emmaüs sur des pantalons qui ne pouvaient pas être revendus parce qu'en trop mauvais état. Et effectivement, on a utilisé ces matières pour faire une nouvelle version de notre mocassin 180. Et alors, il y a un petit défi logistique là aussi. Il y a un vrai défi logistique déjà de trouver les jeans, de les renvoyer au pressing, de les ramener, de faire accepter aussi aux clients que toutes les paires sont uniques. Donc voilà, on ne peut pas vraiment choisir sa couleur, sa paire. Et beaucoup de travail d'appairage pour s'assurer que les deux pieds aillent bien ensemble. Oui, effectivement, je n'y avais pas pensé, mais c'est très important. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous parler d'économie circulaire. Je vous dis à bientôt dans cette émission et sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas avec Aurore Humez-Leray, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de l'armoire à beauté créée en 2017. Avec quelle idée ? Racontez-moi. L'idée de départ, en fait, c'est vraiment un insight plutôt business, puisque moi, je travaillais dans un grand groupe de cosmétiques. En fait, on avait lancé une marque de cosmétiques bio en pharmacie, un circuit que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai découvert ce monde-là qui était très différent de la parfumerie d'où je venais. Un monde, du coup, avec 20 000 pharmacies en France, donc commerce de proximité
par excellence, et pour autant un monde avec des marques qui sont un peu, grosso modo, toujours les mêmes. Donc j'avais envie d'apporter un peu de nouveauté sur ce circuit de distribution. Donc on est alors sur un modèle un peu hybride, à la fois de numérique et de proximité, c'est ça? Comment ça marche? En fait, notre idée de démarrage, c'était de mettre des corners, donc en chair et en bois, à l'intérieur des pharmacies et des instituts de beauté, puisque ce sont nos 2 canaux de distribution. Et puis de proposer du coup une sélection de marques, qui sont des marques engagées, plutôt made in France, des marques de cosmétiques, de compléments alimentaires, donc de valoriser un peu ces marques-là et de les faire connaître, de les rendre accessibles au plus grand nombre partout en France. D'accord. Et vous en êtes où du développement de l'armoire à beauté? Parce que vous ciblez quoi? Plutôt des villes moyennes, des petites villes? Vous n'allez pas forcément dans les pharmacies des grands centres urbains, c'est ça? Absolument pas, parce qu'on estime qu'en fait, la plupart des habitants des grandes villes, ils ont accès à beaucoup de choses déjà, beaucoup de marques, toutes ces marques qui sont un petit peu tendances, désirables, on les retrouve facilement, soit sur Internet, soit dans les grandes métropoles. Mais en revanche, on a quand même une grande partie de la population française qui est assez délaissée sur ce type de marque. Et alors, c'est quel type de ville, la ville type dans laquelle l'armoire à beauté va se déployer? Je dirais par exemple Vannes, voilà, un petit côté breton que je remets un petit peu en avant. Vannes, c'est par exemple une magnifique ville dans laquelle on va pouvoir retrouver dans la pharmacie du coup une armoire à beauté avec toutes ces marques. Pourquoi en pharmacie? Parce que c'est pas n'importe quel cadre, hein. On est dans le cadre santé, donc. Effectivement, mais c'est vraiment un circuit de distribution qui est privilégié, plébiscité par les Françaises depuis un bon nombre d'années maintenant, depuis le début de la première crise économique, 2008-2009. Les Françaises se sont massivement déportées de la parfumerie vers la pharmacie, parce que c'est un circuit de réassurance, et puis c'est un circuit avec une bonne valeur perçue, un bon rapport qualité-prix. Comment vous choisissez vos produits? Alors, les produits, les marques doivent passer au travers un certain nombre de contrôles, de critères en fait. Le premier critère, c'est leur côté clean. Donc clean, ça veut tout dire et rien dire, mais bon, on essaie de faire en sorte que les notes de ces produits soient excellentes sur les applications que toutes les consommatrices connaissent. Et puis on essaie aussi d'aller chercher des marques qui ont une vraie histoire, un vrai point de différenciation en fait, pour éviter d'avoir des marques qui se répètent. Ouais. Ça veut dire pas mal de marques françaises ou exclusivement des marques françaises? Principalement des marques françaises, mais nous, ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui à l'armoire à beauté, c'est vraiment le Made in Europe, au-delà du Made in France, en fait. Made in France, c'est super, mais c'est vrai que quand on est face aux marques américaines, si on peut aller promouvoir des marques de partout en Europe, c'est aussi une force qu'on a en Europe, et il faut les mettre en avant. Oui, bien sûr. Elles sont faciles à trouver, ces marques, ou c'est quand même du boulot, quoi, de les trouver, de les valider en quelque sorte, quoi. C'est quand même du boulot parce qu'aujourd'hui, en fait, le critère, les simples critères de clean ou d'efficacité des produits ne suffisent plus pour convaincre les consommatrices. Donc, on va aussi aller chercher des marques qui ont une forte notoriété, c'est important sur les réseaux sociaux, etc. Donc, il y a vraiment tout un tas de critères qu'il faut prendre en compte pour faire en sorte que ces marques-là soient un succès pour nos commerces de proximité. Ouais. Vous auriez pu choisir une distribution numérique, Internet basique. Pourquoi ça vous a semblé important d'être physiquement présente dans ces pharmacies? Parce que j'ai un petit côté un peu maso, j'aime bien commencer par le plus difficile en fait. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit qu'effectivement, on aurait pu lancer en digital dans un premier temps et puis voir comment ça se passait. Moi, j'avais vraiment envie d'apporter au point de vente, c'est vraiment notre ambition, c'est d'apporter au point de vente indépendant des moyens de se différencier et aux clientes, de redonner aux clientes l'envie d'aller dans les commerces physiques, de recréer du lien, d'aller dans les points de vente où il y a de la proximité, du conseil, de l'expérience aussi. Et rendre la beauté accessible à tous et à toutes. C'est vraiment le principe. Merci beaucoup, Aurore Humez-Leray. Bon vent à vos armoires à beauté. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Je vous dis à demain. Salut.